Qu'est-ce que tu cherches? Quel est le point commun entre un sac plastique et du film alimentaire ? Ne cherchez pas, la réponse est dans la question. Il s'agit du plastique, dit polymère en chimie, et pour une majorité d'entre eux, polymère synthétique. Des matériaux fantastiques, parce que légers, pratiques, esthétiques et très peu chers, mais aussi dramatiques, parce qu'issus du pétrole, fragile et peu recyclable, donc dangereux pour la planète, d'autant que la production de cette matière synthétique continue d'augmenter et que nous produisons chaque année 350 millions de tonnes de déchets selon le rapport Global Plastic Outlook de l'OCDE. Et sur ces 350 millions de tonnes, seulement 9% seront recyclés. Alors, irremplaçable le plastique ? Oui, dans bien des cas. Mais tout n'est pas sans espoir car on découvre aujourd'hui de nouvelles manières de fabriquer des polymères synthétiques. C'est ce que va nous expliquer le chimiste Christophe Liedl dans cet épisode de notre podcast « Qu'est-ce que tu cherches ?» Bonjour Christophe Liedl. Bonjour. Christophe, peux-tu nous dire ce qu'on vient d'entendre et pourquoi tu as choisi ce son ? Alors c'est un morceau de plastique qui a fini d'être utilisé. On l'a produit, on s'en est servi, il nous a bien aidé et aujourd'hui on le craque en petits morceaux et on ne sait pas trop quoi en faire. Pourquoi tu as choisi ce son ? Parce que nous, on s'intéresse à une problématique qui est de pouvoir fabriquer des polymères, des plastiques qui sont plus sympas pour la nature, plus faciles à produire et plus faciles surtout à dégrader. Alors tu es, je le disais, chimiste au CNRS, tu travailles au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse et tu as coordonné le projet PolySwitch. Ce projet a pour objectif, si j'ai bien compris, de produire du plastique à partir de matériaux biosourcés, mais aussi de rendre le plastique biodégradable. Est-ce que c'est une révolution ? Alors, le projet PolySwitch, effectivement, une partie de ce projet, c'est d'utiliser des polymères qui sont biosourcés et biodégradables, mais surtout aussi de les associer à des polymères synthétiques issus du pétrole, eux, parce qu'ils sont irremplaçables, et au final, de pouvoir faciliter le recyclage de l'ensemble, donc des polymères qui sont très peu recyclables et de ces polymères qui sont biodégradables. C'est une autre méthode que tu utilises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Effectivement, donc le gros challenge de ce projet, c'est d'associer deux types de polymérisation. La polymérisation, c'est ce qui permet de passer du monomère, de la petite brique, au polymère, donc à ces longues chaînes qui vont former les plastiques. Et aujourd'hui, on était incapable de justement produire ces polyoléfines, par exemple, de monomères non biosourcés, associés à des polyesters, par exemple, qui sont biosourcés, de les associer les uns après les autres, de les enchaîner et donc de faciliter après le recyclage. Ils ont des propriétés particulières, ces nouveaux polymères ? Alors c'est sûr, ils vont avoir des propriétés particulières. Aujourd'hui, je peux pas trop vous en parler parce que c'est pas mon cœur de métier. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est mettre au point des méthodes et pouvoir ensuite les diffuser, les donner comme une boîte à outils aux gens des polymères, des matériaux qui, eux, pourront s'en servir à des buts très particuliers qui peuvent être justement liés à l'aérospatial, au domaine médical, etc. Est-ce que tu peux nous donner des champs d'application concrets possibles ? Notre première idée était d'incorporer les morceaux biodégradables dans les polymères pour pouvoir simplement réutiliser, après dégradation de ces morceaux-là, les briques de polymères non recyclables et de les valoriser, par exemple comme des additifs dans les huiles ou des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de les synthétiser et ils n'ont qu'une vie. Chez nous, ce serait leur deuxième vie. L'autre idée, c'est justement donc de faire des nouveaux matériaux avec des propriétés spécifiques qui pourraient être utilisés par exemple dans l'industrie pharmaceutique pour délivrer des substances actives, des médicaments avec à des endroits précis du corps où il en a besoin. Par exemple pour traiter des tumeurs ou pour faire de l'imagerie médicale. Donc la partie biodégradable, bioassimilable dans ce cas-là, donc elle est bénigne pour le corps humain, elle viendrait se fragmenter dans le corps. Elle serait éliminée de façon totalement non toxique, par exemple en formant de l'acide lactique que le corps produit et élimine tous les jours. Et donc il permettrait de conserver l'autre fragment qui lui serait utile pour traiter des maladies par exemple à un endroit très spécifique du corps humain. Et l'accès à ces architectures complexes, elle n'est pas simple. Elle utilise plusieurs étapes de synthèse, des modifications, soit au départ sur les monomères, donc les petites briques, ou à la fin sur le polymère. Il va falloir le rendre hydrophile, hydrophobe, donc qu'il aime ou pas l'eau, qu'il puisse passer des barrières, etc. Et dans notre cas, en fait, l'idée c'est d'avoir une technique unique qui nous permette d'enchaîner
ces deux propriétés, plusieurs propriétés physico-chimiques des polymères, sans avoir à faire aucune modification. Donc simplement en apportant les briques de départ, et grâce à l'outil qu'on développe, elles s'insèrent comme on le veut. On peut prédire la façon dont elles vont s'arranger. Tu as également parlé d'applications dans l'aéronautique, ça serait quoi ? Alors dans l'aéronautique, on synthétise des polymères qui ont des propriétés très importantes, notamment en termes de résistance, que ce soit aux UV, aux très grandes variations de température. C'est des polymères qui sont très résistants, et donc plus ils sont résistants, moins ils sont faciles à dégrader, à recycler. Et donc dans ce cas-là, le fait d'introduire nos petites briques recyclables à l'intérieur de ces matériaux pourrait faciliter le recyclage de ces matériaux qui aujourd'hui ne peuvent pas être recyclés de cette manière. Ça peut être des revêtements qu'il y a sur les satellites, sur les navettes spatiales, pour l'isolation aussi par exemple de ces objets, parce qu'il faut savoir que quand on franchit l'atmosphère, on va se retrouver face à des rayonnements très intenses, très nocifs pour ces matériaux. Donc on utilise par exemple des polymères qui contiennent du fluor ou qui sont très inertes et qui ont des résistances très importantes à la température, à la pression, etc. On parle donc d'objets plastiques plutôt haut de gamme ? Oui, on parle de plastiques effectivement comme nous on les appelle, de haute technologie ou qui ont des valeurs ajoutées très importantes. Donc on va partir de molécules qui sont finalement assez basiques, mais le fait d'arriver à produire ces matériaux les rend très importants et ont une valeur ajoutée extrêmement importante. On est très loin là du polymère, justement du plastique de commodité, de l'emballage qu'on va trouver dans les supermarchés par exemple. Est-ce que cette technologie, elle serait justement applicable à nos objets du quotidien en plastique ? Alors, il faut savoir qu'une partie de nos objets du quotidien sont déjà fabriqués à partir de polymères recyclables, de polymères biosourcés. Alors, le frein aujourd'hui, il est surtout économique, puisqu'il est beaucoup plus facile de produire des centaines de millions de tonnes de polymères pétrosourcés, contrairement aux polymères biosourcés, qui représentent une très faible proportion. Et aussi, aujourd'hui, les polymères qui sont que biosourcés ont des limitations en termes de résistance à la température et au choc, par exemple. Si on parle, par exemple, du polylactide, qui est le seul, je crois, polymère biosourcé qui est commercialisé pour ces applications. Il a une très faible résistance au choc, donc il va se casser s'il reçoit un petit choc, ce qui est l'inverse par exemple des barquettes en plastique qu'on utilise dans le commerce. Et également, il a une très faible résistance, on peut dire, à la température. Donc par exemple, si on verse son café chaud dans un gobelet en PLA, polylactide, il va simplement se déformer et votre café va couler sur la table. Christophe Liedl, comment en es-tu venu à travailler sur cette thématique ? Alors, c'est finalement une série de jalons dans ma vie qui m'a conduit à penser à ce projet. Après ma thèse, j'ai fait un post-doctorat que je voulais assez appliquer. Et donc, dans mon projet de post-doctorat, mon idée était d'utiliser des métaux bénins, tels que le zinc ou le magnésium, qui n'ont pas d'impact sur l'extraction, etc. Et de faire des polymères biosourcés et biodégradables. Voilà, donc c'était un petit peu le début aussi du développement de cette thématique en chimie. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, j'ai intégré quand je suis rentré au CNRS, une équipe qui était particulièrement intéressée et efficace dans la production de polymères à haute valeur ajoutée, et notamment par les techniques de polymérisation radicalaire. Et donc j'ai voulu finalement associer les compétences que j'avais acquises avant d'intégrer cette équipe aux compétences de l'équipe auxquelles je me suis familiarisé quand j'ai intégré l'équipe, et je me suis dit comment je peux associer les deux de manière innovante et originale. Et c'est de là qu'a émergé le projet Polyswitch. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la polymérisation radicalaire ? Oui, alors c'est une technique de polymérisation qui met en œuvre, comme on l'entend, des radicaux. Ça veut dire que la première étape est de créer une espèce active qui a un radical libre sur le monomère qui va s'additionner sur une unité similaire ou une autre, mais qui a la même fonction, une double liaison réactive. Elle va s'additionner là-dessus et c'est une réaction en chaîne. Et donc les petites briques, les petits monomères vont s'enchaîner jusqu'à former des oligomères, c'est des petits polymères, puis des polymères. Et en fonction du contrôle qu'on peut avoir pour cette polymérisation, on va pouvoir faire des polymères courts, longs, on va pouvoir prédire leurs propriétés, leur longueur, leur taille, et on va aussi pouvoir créer des architectures très complexes, par exemple des étoiles, des micelles, voilà. Tout ça, c'est de l'architecture macromoléculaire. On en est où aujourd'hui du projet Polyswitch ? On a atteint un certain nombre d'objectifs. Donc, par exemple, on a réussi à découvrir le complexe, donc l'outil qui nous permet à la fois de réaliser la polymérisation radicalaire et la polymérisation qu'on va appeler par ouverture de cycle qui permet de polymériser les esters cycliques, donc biosourcés et biodégradables. Donc, on a une même espèce qui peut réaliser les deux polymérisations et on a réussi à combiner l'une avec l'autre, mais pour l'instant que dans un sens. Donc, on a pu réaliser une polymérisation radicalaire de monomères vinyliques, tels que l'acétate de vinyle. Et à la suite de ça, on a pu polymériser deux types d'esters cycliques. Et donc, on a obtenu des copolymères à bloc,
on appelle ça. Il y a un premier bloc vinyle, un deuxième bloc polyester. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire l'enchaînement contraire, mais on a des pistes assez prometteuses. À t'écouter, tu vis ta recherche comme un engagement. Est-ce qu'on parle de chimie verte ? Alors oui, on parle de chimie verte. Je pense que dès qu'on a envie de se tourner vers des monomères, ou ça peut aussi être des simples réactifs pour pas forcément faire des polymères, mais qui sont le plus proche possible de ressources renouvelables, je pense qu'on est engagé dans la chimie verte. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est engagé dans la chimie verte parce qu'on sait tous que si on continue à utiliser, que ce soit la chimie ou tout ce qu'il y a autour, en utilisant le pétrole sans se préoccuper de combien de temps on va en avoir, à un moment, on va se retrouver avec notre seule ressource qui sera épuisée. Donc, on se tourne tous, je pense, aujourd'hui, vers des solvants verts, vers des réactifs verts, vers des conditions plus douces. On va essayer d'utiliser des températures moins élevées. On peut jouer sur la pression, on peut jouer sur l'énergie lumineuse qui peut être apportée par le soleil. On peut jouer sur plein de paramètres qui nous permettent d'avoir une transition vers la chimie verte, vers la chimie la plus verte possible. On peut imaginer à terme n'avoir que des polymères biosourcés ? Alors on peut l'imaginer, on peut en rêver. Là, il y a un très gros travail après qui serait de... Alors je pense que dans un premier temps, l'idée c'est déjà de remplacer les polymères pétrosourcés quand on peut le faire par des alternatives. Il en existe, et donc voilà, il y a une démarche politique aussi, je pense, qui doit suivre et qui doit nous permettre cette transition. Dans un premier temps, ça permettrait de focaliser les ressources pétrochimiques vers des polymères à haute valeur ajoutée, des polymères techniques qui en ont besoin, parce qu'on ne peut pas faire les alternatives. Et la dernière transition possible, ce sera de développer des monomères, donc les petites briques, elles, qui auraient des propriétés très similaires aux monomères issus de la pétrochimie. Et il y a certains groupes et il y a des résultats qui sont très intéressants aujourd'hui. On peut faire, par exemple, un polymère qui ressemble au polyéthylène, donc c'est le polymère pétrosourcé le plus répandu, à partir, par exemple, d'huile végétale. Mais ça demande un investissement beaucoup plus important puisqu'il faut produire les huiles. Pour ça, il faut cultiver en amont. Et des huiles, il va falloir extraire les molécules qui peuvent nous intéresser. Alors que récupérer de l'éthylène à partir du pétrole, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu aurais une anecdote à partager avec les auditeurs de Qu'est-ce que tu cherches dans cette longue quête de polymères biosourcés ? Alors ouais, j'ai mis du temps à trouver une anecdote, une seule, et c'est finalement quelque chose que j'ai entendu très tôt dans ma carrière et que il m'arrive de répéter aux étudiants que j'encadre par exemple, et ça permet de se remettre un petit peu en question. C'est que un jour en thèse, je pensais à une problématique et je me suis dit ça y est, j'ai la réponse, c'est facile, j'ai compris. Et donc là, tout heureux, je suis allé voir mon directeur de thèse, Pierre Bronstein, qui est un chercheur émérite, et je lui dis bah voilà, j'ai trouvé, il va falloir faire ça, ça et ça. Et donc là, il m'a dit, c'est très bien d'avoir de bonnes idées. Mais n'oublie pas que tu n'es sûrement pas le seul à avoir eu cette idée. Et donc là, à la fois, je suis un peu retombé du ciel sur la terre et je me suis dit, mais oui, il a raison. On est tellement nombreux à réfléchir à ces problématiques et c'est bien parce qu'il faut aussi qu'on ait cette stimulation que forcément, si j'ai eu cette idée, quelqu'un a dû l'avoir aussi. Donc il m'a dit, donc maintenant, la seule chose à faire, c'est de travailler dur et de mettre toute l'énergie que tu peux pour prouver que tu as raison et que tu as la solution. Dernière question, comment est-ce que tu vois l'évolution de ton domaine d'activité dans 5, 10 ans ? Je pense qu'à court terme, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse encore beaucoup des gens, c'est effectivement de pouvoir produire des bioplastiques le plus efficacement possible afin de pouvoir justement gagner des parts de marché sur les plastiques de commodité, sur les emballages, tout en changeant aussi les mentalités des gens. Pour si on peut éviter d'utiliser du plastique quand on n'en a pas besoin, c'est mieux que de devoir chercher des alternatives. Donc ça, c'est un domaine dans lequel on est encore actif un peu tous, notamment en changeant les outils de production de ces plastiques qui aujourd'hui sont... La méthode commerciale utilise de l'étain, qui n'est pas un métal très sympathique. Donc si on peut utiliser par exemple du fer, du magnésium, du zinc, ça peut être beaucoup plus intéressant d'un point de vue économique et écologique. Et à plus long terme, je pense que vraiment c'est d'aller vers repartir à la base, donc vraiment aller vers des monomères nouveaux. Et là, c'est un travail de fond qu'il va falloir faire. Il y a déjà des résultats prometteurs et je pense que j'aimerais bien aussi pouvoir contribuer dans ce sens-là, aller chercher des nouvelles briques de départ pour faire des nouveaux matériaux, soit pour remplacer les autres, soit pour avoir encore peut-être des meilleures propriétés. Il est temps de refermer cet épisode de Qu'est-ce que tu cherches ? Merci Christophe Liedl. Merci à toi. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. On peut en retrouver tous les épisodes sur les applications de podcast. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt.